Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos invités, des hommes des médias, des communicateurs, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons pour faire l'actualité en semaine. Avec eux, nous allons parler aujourd'hui des sujets qui ont marqué l'actualité au plan national. Il s'agit d'abord de cette libération des terroristes par négociation faite par le Burkina Faso. C'est une révélation du journal L'Événement. Nous allons donc en parler. Et puis, second sujet, réconciliation nationale, la déclaration du roi de Yatenga, Naba Kiba, a donc fait une déclaration et une proposition où il met en scène les chefs coutumiers prendre en charge la question de réconciliation nationale. On débattra donc de ce sujet. Et puis, troisième sujet au plan national, toujours la suite donc, du rapport de la SE sur les dépenses des missions des ministères. Nous allons revenir sur celui particulièrement du ministère du professeur Al-Kassoum Maïga, fait 600 et quelques millions en une année de dépenses liées donc aux missions. Nous allons revenir sur ce sujet. Et puis en international, c'est le Niger où Mohamed Bazoum a été donc élu, mais victoire contestée par l'opposant à lui, donc son adversaire, Maman Ousmane. Nous revenons donc sur l'ensemble de ces sujets-là avec mes invités. Ici, à ma droite, Évariste Consimbo, il est chroniqueur média, il est donc également président du CEC d'éveil, qui est le Centre CEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole de FORAC. Merci Évariste d'être sur ce plateau. Et puis, André-Eugène Ilboudo est le directeur de la radio des écoles. Merci André d'être sur ce plateau. Et puis, juste à sa gauche, Atiana Serge Oulon, il est journaliste, directeur de publication de L'Événement, qui est un bimensuel. Avec lui, donc, nous allons revenir sur cette révélation de négociations des terroristes avec les terroristes. Donc. Et puis, enfin, dernier invité, Lengani Isaka, il est journaliste, directeur de publication de L'Opinion, qui paraît désormais en ligne. Merci, Lengani, d'être sur ce plateau. On va donc commencer cette émission avec ce sujet qui a quand même un peu surpris, parce que, en comparaison au discours officiel, on a toujours dit au Burkina qu'il n'est pas question de négocier avec les terroristes. Mais là, sur cette révélation, qui n'a pas été démentie par ailleurs du journal, on lit que 20 terroristes ont été libérés courant fin 2020, libérés sous des négociations avec le GSIM, qui est le groupe du soutien à l'islam et aux musulmans de Eyad al-Ghali. Alors, révélation faite, vrai ou faux, combien a coulé comme argent dans ça? Parce qu'on sait que les négociations, il y a certainement de la nature, mais il y a de l'espèce aussi. Oulon? Oui, et dans l'article en question, on a évoqué cette possibilité. Mais à l'événement, on doit avouer qu'un montant précis par rapport à ce qui a bien pu être versé en termes de contrepartie dans le cadre de cette négociation, il n'y a pas un chiffre précis. On préfère informer les Burkinabés sur la base d'éléments incontestables. Mais il y a des chiffres quand même. Sur la base d'éléments incontestables, sur la base est-ce qu'il y a des preuves, chiffres? Sur la base de preuves. On va s'en tenir à ce que le journal a publié par rapport au contenu. Il n'y a pas de montant précis, mais tout simplement qu'il y a eu 29 présumés terroristes qui étaient en détention à la prison de haute sécurité. Alors, parce que moi, je voulais que les téléspectateurs... Je ne sais pas pourquoi vous voulez les téléspectateurs vont se poser la question, parce que si on dit qu'il n'y a pas de montant précis, c'est qu'il y a des montants. Je ne sais pas pourquoi Est-ce que vous donc faites il y a aussi eu des espèces sonnantes dans cette affaire? C'est ça la question. Il n'y a pas eu du tout. La question, c'est qu'il y a eu 29 présumés terroristes en détention à la prison de haute sécurité qui ont été libérés. Selon les informations de l'événement, effectivement, il y a eu de l'argent qui a été versé. Là, c'est le journaliste qui parle, et quand on parle de quelque chose, on doit avoir les preuves de ce qu'on avance. Et pour éviter toute contestation ou toute polémique à propos d'un chiffre précis par rapport à de l'argent qui a été versé, dans l'article en question, on n'a pas évoqué un montant précis. Donc on s'en tient à cette information sur le fait qu'il y a 29 présumés terroristes qui étaient en détention à la prison de haute sécurité qui ont été libérés en contrepartie de ce que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans puisse désactiver ou du moins déposer les armes concernant des attaques sur le territoire burkinabé. Est-ce qu'on va dire que le pouvoir burkinabé est revenu sur sa parole? Question de réalisme ou tout simplement question d'impuissance? Oh, ça peut être les deux, Et je crois qu'il y a le discours officiel et effectivement, on a tous suivi pendant la campagne électorale où le candidat président sortant avait déclaré qu'il le proclamait haut et fort qu'il ne négocierait pas avec les terroristes. Et même pendant le début du mandat, tout cela, on a suivi. Mais si on doit réactualiser les données, on a tous suivi aussi la déclaration de politique générale du Premier ministre
où il a laissé entrevoir cette possibilité de pouvoir négocier. Qui n'est pas exclu. Qui n'est pas exclu, voilà. Donc, c'était une possibilité. Et nous qui avons traité de cette information, nous savons que cette déclaration, on peut l'analyser comme une sorte de préparer psychologiquement les Burkinabés parce que, comme ça a été dit dans l'article, les contacts ont été établis depuis 2019. Il y a eu les premières libérations au premier trimestre de 2020. Donc c'est pour dire qu'en 2021, quand le Premier ministre répondait aux questions des députés à l'Assemblée nationale, la négociation était déjà actée. Maintenant, opportunisme ou réalisme ou bien impuissance, je crois l'un dans l'autre, ce sont des éléments à prendre en compte et se dit que la négociation est un élément supplémentaire, est un élément comme tant d'autres par rapport à la lutte contre le terrorisme. Et les Burkinabés devront se résoudre à savoir qu'il n'y a pas une méthode ou bien une voie qui peut être la panacée en fait, dans le cadre de cette lutte-là. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas dormir sur les lauriers et continuer la veille. Et du reste, on fait le constat qu'effectivement, 2020, il y a peut-être eu moins d'attaques comparativement à 2019, 2018, 2017. Et même les élections sont passées sans attaque. Sans attaque, contrairement à nos voisins nigériens où il y a eu des agents électoraux. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue qu'en termes de nombre de victimes, ce n'est pas exclu qu'on ait plus de victimes en 2020 qu'en 2019 par rapport aux victimes civiles surtout. Tout à fait. Alors, parce que la diminution du nombre d'attaques n'est pas synonyme forcément qu'il y a eu moins de... Arrêt d'activité terroriste. Alors, Lengani Issaka, c'est comme quelque chose de vrai. Il y a eu une négociation donc avec les terroristes en face pour ne pas que voilà, il y ait des attaques. Donc l'État a décidé finalement de le faire. Est-ce qu'on a attendu trop longtemps pour le faire aujourd'hui? D'abord, je voudrais me permettre de féliciter Oulon et son journal pour avoir débusqué le lièvre et avoir eu le courage de mettre le doigt dedans, parce que c'est un sujet extrêmement délicat et difficile. Donc il faut les féliciter pour ça. Et surtout pour la qualité du travail, parce que si vont dire qu'il y a eu 29 ou une vingtaine, ça veut dire que le chiffre est tellement précis que ça veut dire que c'est des sources vraiment très fiables, c'est des informations recoupées qui permettent d'avoir. Et ça, je pense qu'il faut les féliciter pour ça. Bon, ensuite, tout le monde constate aujourd'hui que, effectivement, nous négocions. Contrairement au discours officiel, et là aussi, bon, ça n'étonne pas tellement, sauf que, on peut dire tout ça pour ça, quelque part. Il a fallu combien 1 million de déplacés, combien de centaines de morts, des milliers de morts, pour que finalement, on se résolve à ce qui est une évidence, qui était une évidence d'école. Parce que depuis le début, justement, le pouvoir actuel nous a dit qu'eux refusent de négocier. Et contrairement à l'ancien régime, dont le penchant vers les négociations était connu de tous. Et même qu'on négociait pour d'autres. Et à l'époque, on disait, est-ce que ce n'était pas mieux de négocier pour avoir la paix chez nous, pour sauvegarder nos vies, pour sauvegarder la paix sociale, pour sauvegarder nos populations, plutôt que de raidir, alors qu'on n'a pas les moyens justement d'assurer ce raidissement. Parce que quand on déclare la guerre, ça veut dire qu'on s'est préparé à la guerre, qu'on a les moyens pour la guerre, etc. Si vous venez trouver un système qui est en place, le plus logique, le plus humain, le plus naturel aurait été de continuer en attendant d'avoir les moyens pour changer. On ne change pas pour mettre la vie des gens en danger de manière irresponsable et pour ensuite revenir. Et ça, je dis, ça c'est une faute extrêmement grave vis-à-vis de notre peuple. Le nouveau pouvoir qui est arrivé n'avait pas les moyens de bagarre. Il fallait donc continuer en attendant d'avoir les moyens pour effectivement faire face. Mais est-ce qu'il fallait pas, est-ce que le pouvoir n'a pas choisi au départ de montrer au peuple burkinabé qu'il était donc là pour défendre le pays et qu'il ne fallait pas tout de suite, au premier coup de canon, aller s'engenouiller, qu'il fallait d'abord aller à la guerre et puis après, on tire les conséquences? En réalité, si on lit les choses de manière, on analyse les choses de manière vraiment objective, c'est qu'en réalité, le pouvoir n'avait aucun ressort pour négocier. C'est ça. Donc, devant cette capacité, au lieu de reconnaître et de travailler à trouver des solutions, on s'est réduit dans le discours. Et on sait que ceux d'en face, ils travaillent sur la communication. C'est-à-dire, même au jour d'aujourd'hui, si vous faites, malgré les négociations, si vous faites un communiqué pour dire que vous avez tapé tant de terroristes quelque part alors que vous n'avez rien fait, mais le lendemain, il y aura une vraie attaque.
C'est comme ça qu'ils fonctionnent, ces gens-là. Et je dis que bon, c'est vraiment dommage qu'on a trop attendu, mais l'essentiel aujourd'hui, et merci au journal d'avoir levé le lièvre, c'est qu'on a le courage de nous dire c'est contre quoi. Est-ce que c'est 29 terroristes seulement ou bien c'est contre quoi? Est-ce que nous avons abandonné une partie du territoire national à ces gens-là? Pour combien de temps? Mais le journal révèle que le motif, c'était qu'il n'y ait pas d'attaque sur le territoire et qu'il y ait cessation des activités terroristes de ce groupe précis. De ce groupe précis. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Et quelle garantie on a? Est-ce qu'effectivement, on va pouvoir assurer? Parce que, comme on l'a dit il y a une des émissions ici, le problème, ce n'est pas seulement de désactiver les groupes, mais c'est d'occuper le terrain, de faire retourner les populations sur leur place, de faire retourner l'État, les services sociaux, etc., là où on a réussi à avoir la paix. Si on a la paix et on laisse tout comme ça, c'est-à-dire en l'État, ça ne sert pas. D'accord. Ça ne sert pas en réalité. Évariste Konsebo, on a vu par exemple que le candidat Zéphirin Diabré n'avait pas fait du tout un mystère de ce principe-là, d'aussi négocier avec les terroristes, notamment ceux qui sont des Burkinabés qui ont pris des armes pour s'affilier à des groupes étrangers qu'il fallait les faire revenir. Ici, on est dans une situation où il semble avoir prêché la bonne parole. Bon, c'est vrai que le candidat Diabré a soutenu que la nécessité et l'utilité de la négociation, mais je ferai remarquer que d'autres candidats de l'opposition, notamment Eddy Komwego aussi, du CDP, a tenu le même langage. Maintenant, est-ce à dire que si on doit se référer aux révélations donc, du journal, c'est que ces négociations même ont commencé depuis longtemps. Donc peut-être que ce qui est clair, je ne peux pas en fait imaginer peut-être que les propos donc pendant la campagne a peut-être eu un impact puisque les négociations avaient déjà commencé. À ce que nous sachions. Maintenant, en fait, ce qu'il faut voir comme analyse et puis peut-être regarder, jeter le regard, c'est qu'on évolue un peu dans cette nébuleuse. Ça veut dire qu'on reconnaît l'origine du mal, on commence à connaître un peu circoncis l'origine du mal, parce que pendant longtemps, on ne savait pas pourquoi on était attaqué. On va peut-être cerner les acteurs donc, du mal, et petit à petit, bon, c'est vrai que pour le moment, ça ne concerne qu'une zone bien précise, avec un groupe bien précis. Alors, est-ce que aussi la façon d'appréhender aujourd'hui le mal avec un peu plus d'évolution, c'est pas le fait d'avoir aussi politiquement évolué, parce qu'au départ c'était des accusations d'un groupe du pouvoir envers d'autres groupes, envers d'autres camarades, des anciens pouvoirs, etc. Est-ce que tout ça aussi, le fait de décrisper tout ça n'a pas aidé à faire cette option-là finalement? Certainement, s'il n'y avait pas eu cette décrispation, il était très difficile pour le régime en place de changer de stratégie. Je me suis dit que cette stratégie qui consistait à regarder ailleurs, accuser les autres de ces malheurs plutôt que essayer de comprendre donc les mécanismes, les tenants et les aboutissants de ce nouveau phénomène, bon, dénotait quelque peu de la politique politicienne. Mais maintenant, c'est vrai que depuis 2015-2016, le temps se passe et la situation s'est détériorée et tout le monde peut-être arrive à bout de souffle. Donc en ce moment, on n'avait peut-être pas d'autre choix, parce que quand on regarde donc les mêmes phénomènes qui se produisent ailleurs, au Mali, en Mauritanie, même au Niger, les gens négocient. Et rien ne dit même que pour d'autres pays qui ne sont pas encore frappés, il n'y a pas d'anticipation déjà à nouer des passerelles. C'est un phénomène transfrontalier et qui va certainement s'installer dans la durée. Donc, il faut trouver donc une stratégie qui peut-être... Non, il faut reconnaître, c'est gagner du temps. Parce que c'est clair, il est clair que je n'imagine pas nos autorités concéder une partie de notre territoire. Mais cette option qui est ponctuelle va peut-être certainement permettre d'abord une accalmie. Et pendant cette accalmie, on aura peut-être les moyens, on va dégager les voies et moyens pour se réorganiser en fait. D'accord. Alors, André Eugène Ilboudou, vous qui êtes un peu plus ancien, la patrie ou la mort nous vaincront. Alors là, on n'est plus dans la patrie ou la mort nous vaincront. Oui. Hein? Non. Est-ce que les Burkinabés, je veux dire les Burkinabés patriotes qu'ils sont, admettront ce fait-là? Bon, ce qu'il faut regarder dans l'histoire, c'est que toutes les guerres finissent par une négociation.
quel que soit le nombre que vous avez tué, quel que soit le temps que vous mettrez, même la guerre de 100 ans a fini par une négociation. Il y a des gens qui disent, comme on sait qu'on va arriver à la négociation, avant d'aller à la guerre, négocions directement pour ne pas faire la guerre. Je voudrais dire que quand le pouvoir est arrivé, il a dit, effectivement, il a dit qu'il ne négocie pas. Mais je crois que le réalisme a rattrapé les positions raides. Les candidats à la présidentielle ont parlé de négociations pendant leur campagne. Mais j'imagine que cette affaire-là ne pouvait pas être simplement un vase hermétiquement clos et qui ne soit connu que par les politiques qui sont au pouvoir. J'imagine qu'il doit y avoir de petites passerelles où les gens sont au courant quand même qu'il y a des choses qui se passent. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Dès le début, en 2015, quand M. Roch est arrivé au pouvoir et qu'on nous a attaqués 15 jours après, on ne savait pas qui nous attaquait, on ne savait pas pourquoi il nous attaquait. Mais au fil du moment, au fil des temps, on a bien identifié ceux qui nous attaquaient, pourquoi ils nous attaquaient, etc. Donc je pense que là, bon, la négociation va arriver. Et puis de toutes les façons, si nous regardons, écoutez, si vous lisez les experts et vous écoutez les experts, mais on connaît où habitent ceux qui nous attaquent. On connaît comment ils se déplacent, on connaît comment ils fonctionnent. Si on n'est pas allé les rejoindre pour les neutraliser là où ils sont, il y a des choses qui les empêchent. Le cas le plus connu, c'est Kidal au Mali. Tout le monde sait ce qui se passe. Pourquoi on ne parle pas les attaquer? Vous avez des positions, vous savez là où les ennemis logent. Vous savez combien ils sont. Mais si vous voulez les attaquer, j'imagine que ceux qui ont fait la guerre comme métier savent comment le faire. En tout cas, par exemple, je sais que par exemple, si la police, avant que quelqu'un a volé quelque chose et que la police veut les arrêter, la police met tout en œuvre pour aller les cerner la nuit, même sans mandat d'arrêt pour les prendre, etc. Donc je pense que pour la guerre aussi, si on voulait effectivement attaquer les gens, on aurait pu aller. Maintenant, est-ce qu'on avait les moyens pour aller les attaquer? That is the question. Est-ce que c'est ça la question? Est-ce qu'on avait la volonté d'y aller? Est-ce qu'on avait la permission d'y aller? Parce que malheureusement, dans cette guerre-là, ce n'est pas seulement le Burkina qui décide de faire la guerre. Justement, la question que là où j'allais en venir, peut-être avant, mais parce qu'on est dans le G5 Sahel, on a la France. Récemment, Macron, au Tchad, voilà, excluait les questions ou accusait, à la limite, dénonçait ceux qui tentaient des négociations, en citant le Burkina par exemple. Alors je voulais simplement dire, est-ce que aujourd'hui on a une négociation avec le GSIM, qui est quand même un groupe important, qui est à Kidal justement, le groupe de soutien à l'islam de Yad Aghali, qui était un des groupes majeurs dans la sous-région. Est-ce que ça voudrait dire que le Burkina négocie au-delà même de ce qu'on dit, négocier avec ses Non, ses dans la guerre, frères, dans la guerre, il ne faut pas jouer à l'hypocrisie. La France négocie pour récupérer ses gens. La dame qui a été libérée avec Soumaïla Cissé, il y a bien d'autres avant, on a libéré, on a négocié, on a payé et on a récupéré des gens. Pourquoi eux veulent négocier pour récupérer ne serait-ce qu'une personne et ils nous disent, nous, de ne pas négocier pour qu'on tue 1000, 2000, 2003 personnes? Je crois que dans cette affaire-là, la vie d'un nègre, parlons comme ça, n'est pas inférieure à la vie d'un blanc. Pourquoi la France va négocier pour récupérer ses ressortissants et on nous demande à nous de ne pas négocier? Donc, bon. Alors, Oulon, quelle est la garantie que tout ça va bien fonctionner? Parce que là, on n'a pas que le groupe, le GSIM seul. On a d'autres groupes, Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc. qu'on a. Non, le GSIM se relève justement de Al-Qaïda au Maghreb et il y a l'État islamique au Grand Sahara qui l'État islamique, voilà. de l'État islamique. Non, mais déjà d'emblée, il faut être clair. Négocier n'est pas forcément un signe d'impuissance ou de capacité ou bien de faiblesse. Et négocier suppose que deux personnes se mettent d'accord. Donc c'est pour dire que du côté du GSIM, on était disposé aussi à négocier. Et du côté du Burkina, on était également disposé à négocier. Et dans le même article du reste, on a rappelé qu'en 2017 déjà,
il y avait des combattants terroristes qui étaient disposés à négocier quand il y a eu les premières opérations militaires, au Panga 1, Panga 2, et après il y a eu 2 opérations. Mais tout simplement parce qu'au Burkina, on n'était pas dans une disposition pour pouvoir négocier. 2017 du reste. Sinon, effectivement, en 2016, je crois qu'on a tous suivi également la sortie parce qu'on a tous évoqué un peu cette accusation contre l'ancien régime, Blaise Compaoré, on tapait dessus, tout. On a tous suivi la sortie médiatique du président du Faso en Allemagne, si je ne me trompe pas, en 2016, où il disait que les gens sont venus lui demander parce que lui, il leur a dit, voilà. Donc, on revoit un peu ces schémas-là. Effectivement, il y a ces éléments-là. Donc, c'est pour dire qu'on négocie forcément, c'est pas... Les États-Unis ont négocié avec les talibans. Tout à fait d'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut être sûr qu'en négociant... En fait, il y a le contexte. On peut être sûr qu'en négociant, on va réellement s'en sortir. Est-ce que c'est une stratégie fiable dans la mesure où, pendant qu'on négociait ou qu'on a eu à négocier, pendant la campagne, il y a eu quand même une embuscade qui a été tendue à des forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas longtemps à Marcoy, il y a eu 9 morts de civils. Alors donc, qui sont ceux qui tirent alors? Mais justement, c'est ce que j'ai dit d'emblée quand je dis la négociation n'est pas la panacée. Et même ça rappelle un peu les tenants de la négociation, pour qu'ils reviennent sur terre et se rendent compte aussi qu'il ne suffit pas de négocier. Et du reste, nous n'avons pas les clés des portes d'entrée de toutes les organisations terroristes. Ici, on a négocié avec le GSIM, il reste l'État islamique. Et ceux qui sont auteurs d'attaques terroristes, ce n'est pas forcément les 2 groupes terroristes, le GSIM et l'État islamique. Vous avez aussi les conflits communautaires, il ne faut pas le nier aussi. Il y a les tensions en fait, ethniques, il y a les représailles, et vous avez ce qu'on appelle les loups solitaires, où vous avez la grande criminalité, où vous avez des gens qui posent des actes, et vous ne savez pas évidemment qui pose ces actes-là. Donc c'est pour dire que négocier avec tel groupe ne veut pas dire forcément qu'on va avoir la paix, mais peut-être qu'on anéantit ou bien on réduit ou bien on diminue le nombre de ceux qui sont des sources potentielles en fait, d'attaques en fait, à travers le pays. Et c'est pour cela que je crois, si on fait le constat sur le terrain des informations, par exemple le GSIM, effectivement, depuis un certain temps, on n'a pas d'attaque. Et même qu'il y a des affrontements souvent avec l'État islamique sur le sol burkinabé, où vous avez des éléments du GSIM qui s'en prennent à l'État islamique. Et c'est pour cela que je suis d'accord avec Lengani quand il disait que quel est le vrai contenu ou quelle a été la contrepartie exacte en fait, dans le cadre de ces négociations. Parce que peut-être qu'on demande aux combattants, en plus de ne pas attaquer le Burkina, peut-être d'attaquer même les éléments de l'État islamique. Parce que sur le sol Burkina, ils se rentrent dedans entre eux. Et pour rappeler un peu le contexte de la négociation, et je disais tantôt que pour négocier, il faut 2 personnes. C'est pour dire qu'au niveau du GSIM, de ce que je sais, c'est que le GSIM était pris en tenaille. Il fallait aussi un peu de répit, parce que les combattants terroristes, ce n'est pas des extraterrestres, c'est des êtres humains comme vous et moi. Tout à fait. Et à la limite, ils sont dans des situations encore plus difficiles que les militaires. Donc, prise en tenaille entre le Mali, le Niger, le Burkina, on est frappé dans les airs par les trucs. Après, il y a des attaques, il y a des affrontements entre combattants terroristes et État islamique. Évidemment, peut-être que le GSIM, de façon stratégique, avait besoin aussi de répit et de considérer que le Burkina, mieux vaut ne plus attaquer, profiter peut-être d'un couloir et puis prendre des forces. André Jean veut réagir. Du côté du burkinabé aussi, on a pris ça au vol. Quoi. Non, je voulais dire que dans la négociation, non seulement il faut 2 camps, mais il faut à peu près 2 forces presque égales pour négocier. Sinon, il y a un qui en impose à l'autre. Donc, on peut imaginer que le Burkina a attendu longtemps, peut-être pour reconstituer ses forces, pour aller un petit peu plus fort dans la négociation. Parce que si dès les premiers jours, peut-être le Burkina partait pour négocier, si les gens sentent que vous n'êtes pas fort, les gars vont vous en imposer. Or, aujourd'hui, si le Burkina arrive aussi avec une force dans la négociation, le vis-à-vis est tenu de considérer cette force-là aujourd'hui. Je pense que ça peut expliquer... Non, ça ne marche même pas. D'accord. Alors, quelle pourrait être cette force-là? Alors, quand on libère des cerveaux, des cerveaux importants, et on met aussi de l'argent dedans, c'est quoi qui est la force? Non, je vais dire la négociation. Non, dans une négociation, il y a ce que chacun propose et chacun veut obtenir. Il y a l'accord après par la suite. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, vous savez, par exemple, prenons un cas vulgaire. Si je pars faire la bagarre avec Iron Bibi, je suis presque sûr qu'en 3 secondes, je suis étalé de tout le monde là. Bon, non. Ce que je veux dire, il faut à peu près 2 forces égales
pour mener un combat. Non, ça veut dire en fait la question du rapport de force. Mais juste préciser, Oui. 29 présumés terroristes, ça ne veut pas dire que forcément le GSIM avait demandé 29. Peut-être qu'ils ont demandé le double, le triple ou le D'accord. quintuple. Et finalement, peut-être là, on s'est accordé sur 29. Oui, Donc, d'accord. il ne faut pas... Les Gani, pas et perdre puis cela. Évariste va terminer sur ce sujet. Bon, moi, je crois qu'il faut déjà dire que ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Et j'aurais voulu faire un bras d'honneur à tous ceux-là qui nous ont insultés ici, d'apatrides, de quoi, parce qu'on a dit de négocier. Ils sont nombreux et honte à vous. Et parce que ce n'est pas par nous, on aurait vu venir les problèmes. Et comme on l'a dit, toutes les guerres finissent toujours par des négociations. Et comme l'a dit le doyen André Eugène, bon, il y a des gens qui négocient parce qu'ils sentent venir la guerre. Pour l'éviter, on négocie. Et je préfère être dans cette situation-là, comme le Burkina l'était, en négociant pour des gens et en négociant pour lui-même, plutôt que de faire 1 million de déplacés et puis des dizaines, des centaines de morts pour maintenant revenir pour négocier. Ensuite, deuxième point, il faut reconnaître qu'on a eu tout faux dès le départ en accusant l'ancien régime. Ce n'est pas l'ancien régime. Donc il faut reconnaître que des Burkinabés n'ont pas organisé la mort des Burkinabés pour se venger. Ça, c'est déjà il faut le reconnaître. Ça participe à décrisper la situation nationale et ça participe au courant global de réconciliation nationale qui est en cours. D'accord. Alors, je reconnais cela. Ensuite, bon, ce que je voudrais dire, c'est la contrepartie. Il faut que quelque part, on connaisse. C'est vrai que tout est secret dans ces affaires-là, mais quand même, on a besoin de savoir un peu en contrepartie de quoi est-ce que nous avons cette paix à ce griffe-là. Mais est-ce que les Burkinabés veulent la paix ou veulent savoir quelque chose qui relève peut-être du secret d'État? N'eût été peut-être la capacité du journal qui allait chercher des informations. Peut-être que ce ne serait pas connu parce que c'est depuis 2019. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des Burkinabés de savoir qu'est-ce que le gouvernement ou l'État négocie avec qui contre sa paix, simplement? La paix, c'est nous. Si nous ne sommes pas au courant, nous allons transgresser. C'est ça. Si c'est pour nous qu'on négocie, okay. Les conditions, c'est sur nous-mêmes. Si nous allons transgresser parce que nous ne connaissons pas les conditions. D'accord, merci. Évariste, c'est tout terminé. Est-ce que là, le Burkina ne va pas se faire opposer la règle internationale ou la règle de la sous-région, où les négociations ne sont pas toujours la règle partagée par tous? Pourquoi? Mais chacun a son destin, chacun porte son... je ne comprends pas. Non, mais en fait, c'est dans ce cas d'espèce, vous avez vu que tous les pays concernés négociaient. Et récemment, même au Mali, le Premier ministre est sorti, il y a eu une voie de discorde entre la vision du Mali et celui de la France. La France qui était en tout cas pas d'accord à ce qu'on négocie avec des groupes comme Al-Qaïda et autres tout, mais les Maliens ont reconnu qu'il y avait quand même un volet, qui était négociable, à savoir qui concernait en fait, c'était un problème en fait de Maliens, intermaliens, et ce volet-là on pouvait discuter. La Mauritanie, tout le monde sait que la Mauritanie négocie. Bon, le Niger, tous ces pays négocient. Donc, et au demeurant, je pense que pour le Burkina, je pense que le président Kaboré a informé justement le président Macron lors du dernier sommet du G5 à Djamena. Donc c'est officiel et il n'y a rien à cacher dedans. Mais maintenant, en fait, moi, ce que je vois, parce que c'est une stratégie ponctuelle, parce que moi, je n'imagine pas, nulle part ailleurs, on a vu des terroristes prendre un État et puis s'installer. Bon, c'est des forces nuisibles. Mais il y a le risque quand même de l'Azawad qui plane aussi. On entend parler de l'Azawad avec des frontières, donc la carte intègre jusqu'à l'intérieur. Mais on vous a dit que les terroristes s'appuient sur des problèmes. Ça peut être des problèmes communautaires, des problèmes de revendications territoriales qui sont vieilles depuis Mathusalem. Il y a un fonds qui est là, ils activent ça et en plus, même la pauvreté, l'absence de développement, tout ça, ce sont des ingrédients. Donc, ce sont des étapes, ça va peut-être calmer un peu, mais ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup d'actions qu'il faut donc déployer. Merci, Évariste Konsebo. On va continuer le débat concernant cette question importante, en lien même bien sûr aussi avec la réconciliation. Là, on va s'arrêter sur une sortie, les différentes sorties du Zéphirin Diabré. Une des sorties marque l'attention, c'est celle avec le Naba Kiba, donc roi de Yatenga, qui a fait une déclaration qui a un peu retenu l'attention. Le Naba Kiba a dit que il propose donc un mécanisme traditionnel de réconciliation piloté par les chefs coutumiers dans une structure formalisée par décret
présidentielle. Et entre autres, le roi propose également une réparation par les coutumiers des morts violentes. Alors, on va nous expliquer ça un peu. Une réparation par les coutumiers des morts violentes. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour André-Eugène Youdo? Bon, écoutez, je suis Mouara et j'estime que je connais bien ma culture quand même. D'accord. Chez les Mossé, quand, par exemple, quelqu'un fait un accident sur la route, je parle des Mossé. Et le roi Sa Majesté le Naba Kiba est un Mouara. Donc, il parle forcément de sa propre culture et il propose des éléments de culture pour régler certains problèmes. D'ailleurs, à la Commission nationale de la réconciliation nationale et pour des réformes, nous, on avait, sous la transition, on avait demandé à des personnalités de venir nous proposer des mécanismes de gestion des crises d'une manière traditionnelle. On avait eu, par exemple, Maître Passeré, Bruno Dotti-Sanou, Dr Lee, qui étaient venus nous en parler. Ici, par exemple, s'il y a une mort violente, effectivement, il y a des cérémonies rituelles que l'on fait pour dire laver le sang. Et vous savez, ce n'est pas un secret. Quand on a voulu déterrer le corps du président Sankara pour l'autopsie, il y a des gens qui étaient dans la commission et qui ne sont pas allés, qui ont dit quelque chose et qui se sont débinés pour ne pas aller. Parce qu'ils savent ce que cela représente de déterrer un mort sans accomplir certains rites. Donc si le Naba Kiba propose cela, c'est en droite ligne avec notre culture d'une certaine manière. Et d'ailleurs, on a trop tardé. Je suis presque convaincu. Alors, est-ce que ça voudrait dire que les 1000 et quelques morts sous du terrorisme, tout ça s'est pris en compte? Je voulais... Tout ce qu'il y a comme mort vous savez, dans ce pays? La mauvaise route que nous prenons pour la réconciliation, c'est que nous voulons faire une réconciliation globale. Comme disent les gens là, on veut faire ça en gros. Non, la réconciliation, par exemple dans un village, s'il y a une bagarre là, c'est peut-être un homme qui se bagarre avec sa femme, un voisin qui se bagarre avec un voisin. On ne parle pas de réconciliation dans le village. La fausse route que nous prenons, c'est que nous voulons faire ça d'une manière globale. Or, aujourd'hui, pour parler des cas emblématiques, je suis presque convaincu que régler le cas de Norbert Zongo, ce ne sera pas le même chemin que régler le cas de Sidani à Garango. Parce que ce que les gens de Garango vont demander pour régler un problème n'est pas forcément ce que les gens de Koudou vont demander. Or, on a un seul schéma. Ce que l'on fait, c'est que c'est comme dit l'adage anglais, vous avez un seul marteau et tous les problèmes deviennent des pointes sur lesquelles vous clouez, vous tapez. Non, je pense que dans la réconciliation nationale, ce qu'il faut avoir le courage d'exiger, c'est de dire, mettre les gens qui sont capables de le faire. Et le Naba Kiba, qui parle en tant que Mouara avec la culture, vous savez que quand il y a un problème aujourd'hui, et ça peut être un des reproches que l'on peut faire peut-être à la CRNR ou bien que l'on peut faire au H-Clown, c'est que vous avez peut-être des gens qui sont certainement de bonne volonté, mais qui n'ont pas l'étoffe nécessaire pour la réconciliation. Je donne un cas. Si un homme et une femme se bagarrent et qu'ils veulent divorcer, c'est pas un célibataire qui peut les remettre ensemble. C'est pas un célibataire. Si deux vieilles personnes se bagarrent... Et pourtant, le juge qui s'en occupe n'est pas forcément... Non, mais avec quel résultat? Moi, encore une fois, je termine là-dessus en tant que Mouara. Vous savez, il y a un Mouara qui a été très célèbre dans la réconciliation des couples. C'est le Larlé Naba Abaka. Mais c'est parce qu'il avait une certaine autorité et sa personnalité inspirait respect à ceux qui venaient le voir. Je dis dans la réconciliation, si l'étoffe de la personne, et c'est peut-être que là que Zéphirin a frappé un bon coup, le président Roch a frappé un bon coup, parce que quand même, on ne reconnaît pas le président Zéphirin comme un bagarreur né. D'accord. Donc c'est une personne qui peut faire consensus. Donc, et je dis que le Naba Kiba peut-être a bien frappé parce qu'il a proposé des mécanismes, au moins pour les Mossé, ça peut régler des situations. Si on arrive à ce que chaque ethnie propose un mécanisme qui lui est propre pour résorber ses propres conflits à l'intérieur de son ethnie, on a gagné la bataille. Oulon, parce que le Naba Kiba propose d'abord de façon formelle qu'il y ait une structure de la réconciliation qui est faite au niveau donc, des chefs traditionnels, donc de tout
de toutes les entités, de toutes les communautés. Et puis, après, il propose aussi une sorte de solution à l'africaine pour les morts violentes. Je crois que ça, c'est une solution additive. Mais ici, pour la réconciliation, il pense que c'est la chefferie traditionnelle qui peut donc être mise en avant. Bon, moi, je ne connais pas toute la culture Mouaga, voilà, je ne m'y connais pas. Je prends note que c'est une proposition parmi tant d'autres et je crois que c'est un des objectifs peut-être des tournées de Zéphirin Diabré depuis qu'il occupe ce portefeuille ministériel. Moi, je note qu'il est dans des tournées, il fait le tour de certaines autorités coutumières et traditionnelles. Il a reçu d'autres organisations. Bon, moi, c'est l'impression qui se dégage, c'est que bon, ça va un peu dans tous les sens par rapport à la réconciliation. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on met là-dedans, parce qu'on a entendu Zéphirin marteler à plusieurs reprises et demander le soutien des médias pour qu'on l'aide à ce qu'on sache que ce n'est pas des arrangements entre politiques, et que ça va au-delà. Quand il a reçu le CIS, il a évoqué la question de la stigmatisation de la communauté Peul. Donc finalement, on ne sait pas exactement c'est quoi on veut résoudre. Et souvent, on fait comme si le Burkina vient de commencer maintenant, alors qu'on a énuméré tout à l'heure un certain nombre de structures, le H-Kroun, et bien avant, il y a eu bien d'autres structures, le Collège des Sages. Bien avant cela, il y a eu d'autres. Il y a toute une étape par rapport à cette question de réconciliation et on a l'impression, c'est un perpétuel recommencement en fait. Il faut revenir sur ces questions-là. Autrement, vraiment, moi, je ne vois pas une direction claire par rapport à oui, mais là, par exemple, c'est que le Naba qui va dire oui, c'est une proposition par rapport à alternative. Oui, parce que est-ce que quand on dit de mettre une structure des sages ou des anciens ou des traditionnels, je vais dire, créée par décret présidentiel, donc c'est une structure qui a une certaine oui, c'est sa proposition légale. Par rapport à sa vision, par rapport à sa position, par rapport à sa culture. Maintenant, est-ce que ça reflète l'ensemble de la société burkinabé? Je pense que c'est ça. Parce que là, ce n'est pas la culture, parce que les traditionnels, il y en a partout. Non, je crois par rapport au volet gestion des crimes de sang ou un truc de ce genre. C'est pour cela que de façon globale, il a fait une proposition. D'accord. Maintenant, je ne peux pas discuter de la pertinence, de la qualité. Moi, je parle plutôt du principe même par rapport à la question de la réconciliation. Donc, sur cette question, je dis, c'est une proposition comme tant d'autres. Et je crois que c'est un des objectifs des sorties de Zéphirin Diabré. Je crois qu'il prend note. Après, il fera certainement la synthèse. On annonce un forum national sur la réconciliation normalement dans les 6 mois. Donc, au plus tard, en juin, on devrait avoir ce forum-là où on aura encore des propositions qui seront faites et après, on verra la mise en œuvre. Mais je dis tout simplement que tel que je vois ça se passe, je crains qu'après, on revienne encore à la case départ parce que même Zéphirin Diabré peut être même peut-être un élément pour pouvoir faire la réconciliation parce qu'il peut en être grandement bénéficiaire. André Jeune. Non, moi je pense que je voulais redire simplement une chose. En tout cas, si on veut avoir quelque chose de bien assis et de réussi, il faut arrêter le folklore. Vous savez, quand des gens ne sont pas d'accord, souvent on ne règle pas ça sur la place publique. La place publique, là, c'est les SAMO, là, c'est eux qui font leur lutte là, dans l'arène. Mais les choses les plus sérieuses, là, on ne fait pas ça dans l'arène. D'accord. Il y a des choses que l'on fait simplement. Donc, il faudrait comprendre derrière la proposition de Naba qui va de mettre un mécanisme de traditionnel. Très simple un et adapté. Où les questions litigieuses vont se régler, c'est ça? Oui, et adapté aux zones et aux cas. Je me dis, par exemple, si vous voulez régler un problème chez les Peuls, ce n'est pas la même chose que vous réglez les problèmes chez les Mossi et pas chez les Bissa. Donc, il faut tenir compte de cette propre culture-là, parce que ce que l'on veut, c'est l'apaisement, c'est le vivre ensemble, ce n'est pas le spectacle. D'accord. Évariste Konsebo, sur cette question, cette proposition de Naba qui n'est pas très loin de d'autres propositions qui ont existé. Par exemple, les sages de la paix des Manigas avaient proposé la justice traditionnelle et des mécanismes traditionnels. Mais ici, est-ce que ce n'est pas un peu un autre tournant dans le processus de réconciliation? La chefferie en avant. Un autre tournant, comme vous l'avez dit, d'autres cadres, comme par exemple l'appel de Maniga, s'était déjà penché sur cette question. Je ne suis pas sûr que ce que Naba Kiba propose soit tellement différent du contenu au fond de ce que l'appel de Maniga avait proposé. Cette fois, sauf que c'est le roi quand même, un roi qui sort et qui le dit. Moi, je note quand même que les polémiques qui sont suscitées, c'est l'impression du conflit des règles de la République et puis de la culture.
Mais à cela, ce que je dois dire en fait, moi je retiens quand même l'adage là. Il dit que qui veut la paix ne compte pas les tombes. Mais quand on revient, par exemple, à notre précédent débat, on a libéré 29 présumés terroristes, des gens qui ont du sang taché dans les mains, des gens qui ont tué des Burkinabés, mais on n'a pas compté les tombes, on les a libérés. La justice... Pour ne pas créer d'autres tombes. Je ne sais pas, la justice n'est pas intervenue, personne ne trouve rien à dire. En fait, cette théorie-là, on pourrait donc l'appliquer pour d'autres cas, je pense. Mais seulement nous sommes au Burkina, les gens... Alors, le président Kafando avait dit en temps qu'il fallait exorciser le Burkina. Il a dit quelque part qu'il faut exorciser ce pays. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu dans le même esprit que le Naba qui va dire, je pense. Parce que quand vous regardez, par exemple, les dossiers emblématiques, il y a plein de, même les d'autres, il y a plein de dossiers, si vous utilisez la justice classique, et qui est très rigoureuse, qui est très scientifique, parce que vous allez mettre peut-être 100 ans d'instruction, vous n'aurez jamais l'issue. Et les familles ne seront jamais réconciliées. Il y a des cas emblématiques qu'on peut, en fait, peut les régler. Et en plus que dans la confusion que les Burkinabés font, les problèmes en fait de justice, c'est vrai, nous sommes dans une république, c'est vrai, mais la justice concerne avant tout deux parties, la victime et le bourreau. Et je pense que ce cadre-là, qui sera donc institué par décret présidentiel, aura la compétence ou l'attitude de recevoir les victimes et les bourreaux. Mais maintenant, c'est vrai que les gens disent que c'est des arrangements. Moi, ça me fait sourire. Allez, je vous renvoie au terme réconciliation qui a eu lieu dans tous les pays du monde. Même en Europe, l'Allemagne et la France, après la Seconde Guerre mondiale, ont dû se réconcilier. Ils n'ont pas compté les tombes et les cadavres. Hein. Et même pendant le procès de Nuremberg, on a dû... Il y a des grands criminels qui ont même écopé de peines mineures parce que, je parle Albert Schweitzer, par exemple, qui était le grand architecte de Hitler, on l'a libéré et son adjoint a été fusillé. Tout ça, c'est parce qu'il était allemand. Il fallait donc... En fait, on construit l'avenir et il y a des choses sur lesquelles... Mais les Burkinabés semblent tenir dur comme faire que, bon, il n'y a rien à faire, il faut donc que certains Burkinabés se retrouvent... Il faut la justice pénale. Se retrouvent à la prison, on veut voir d'autres personnes assis avec des menottes, bon, allons-y aussi, on verra le résultat. Oui, je pense que, Eva, il faut nuancer. Il y a certains Burkinabés... Voilà. Ok, d'accord. Certains. Alors, oui, Lengani Chaka, tu as raison. la proposition de Naba qui va. Bon, je trouve qu'elle est bonne, hein, comme... Elle est en phase avec la vision de la réconciliation où il faut explorer la voie de la justice transitionnelle, qui est une justice qui va aussi comme la justice pénale, la justice classique. Et va dans ce sens-là. Je pense que toutes les propositions sont bonnes à prendre. Et je plains vraiment le ministre d'État qui a tout ça dans la tête et qui doit nous sortir quelque chose. Ça va être très difficile et vraiment, il faut prier tous les dieux qu'ils soient inspirés sur les meilleures solutions pour nous sortir de cette situation difficile. Mais comme l'a dit tantôt Évariste, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui qui doit amener les Burkinabés à se regarder eux-mêmes dans la face, vis-à-vis, c'est comme on dit, de là dans la glace, quoi. Parce que si on continue à fonctionner par petits intérêts, micro-intérêts de groupuscules, si on continue à vouloir mettre en avant une certaine hypocrisie qui veut qu'on regarde la paille qui est dans l'œil du voisin, de son adversaire, par contre, les poutres qui sont dans les yeux de ses ennemis, de ses amis, on ne les voit pas. Si on continue comme ça, on ne va jamais s'en sortir. Il faut une décision courageuse d'aller à la réconciliation. C'est évident, dans tout processus de réconciliation, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Mais au moins la justice, parce qu'il ne faut pas aussi l'impunité. Oui, non, justement. Il faut aussi la justice. Même ceux qui parlent d'impunité, si l'impunité aujourd'hui peut garantir la non-punité, des crimes pour nos demain, il faut le faire. On a libéré 29 terroristes, des gens qui ont tué des Burkinabés pour rien. On les a libérés. Pour éviter quoi? Ceux qu'on a libérés là, ils peuvent recommencer demain. Mais ça veut dire qu'on prend des mesures de garantie avec ceux avec lesquels on a négocié pour que ces mêmes éléments-là ne se retrouvent pas à tuer des Burkinabés. C'est ça, je dis, mais la contrepartie, c'est quoi? Et dans la réconciliation, c'est ça. Si on doit être amené à passer en perte et profit certaines situations dramatiques,
Mais en contrepartie de quoi c'est fait? Je pense que si ça profite à l'ensemble de la société, de faire en sorte qu'on ne se retrouve plus dans un cas, une situation comme Norvège-Zongo, ou bien dans une situation où on tire sur des manifestants, etc. Si on peut avoir des gages qu'en résolvant les situations aujourd'hui, on peut éviter demain que ça recommence, mais pourquoi ne pas le faire? On va continuer à attendre, c'est ça. Si on peut résoudre les problèmes pour que... C'est ce que je dis apparemment. Si on peut embrasser tous les problèmes, ça serait très bien. Sinon, il ne faut pas faire du surplace aussi et puis faire du saupoudrage. Et je disais tantôt, Zéphirine Diabré lui-même peut être en bénéficiaire parce que d'une manière ou d'une autre, l'élection s'il n'est pas passé, c'est qu'en partie, il y a une sorte de stigmatisation aussi par rapport à sa communauté. Je crois qu'il ne faut pas aussi faire la politique d'autruche. Si on s'engage sur cette voie-là, qu'on embrasse tous les problèmes pour qu'on ne soit pas dans un perpétuel recommencement, ou bien on ferme les yeux sur certains problèmes, on se fixe. Moi, ce que je veux dire, il n'y a pas de fixation sur les crimes de sang par rapport aux besoins de cohésion nationale, à la question de la citoyenneté que nous devrions avoir. C'est vrai, on parle de la stigmatisation des peuples par rapport à la lutte sécurité, et même ça date bien avant, mais il y a aussi d'autres problèmes. C'est pour cela que je dis... Est-ce que par exemple, oui, mais moi, au Burkina, il peut se faire ce qui s'est passé par exemple au Libéria ou en Afrique du Sud ou en Sierra Leone ou tout simplement au Rwanda où des bourreaux ont été pardonnés par des choses sans qu'on ne soit trop resté fixé sur la justice pénale, la punition, etc. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Non, en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, en réalité, on a deux sortes de conflits. On a l'État moderne et on a nos structures traditionnelles tout simplement. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, dans nos communautés, ça n'a pas changé. Quand deux personnes partent, ont une règle différente devant l'appareil judiciaire tel que nous le connaissons, c'est considéré comme une honte dans certaines localités et auprès de certaines sociétés. Donc ça, on ne peut pas nier. Et vous avez aujourd'hui, dans certains locaux, vous partez toujours, dans les maisons d'arrêt, c'est presque vide. Parce que les affaires, personne ne veut qu'on mette la honte sur telle famille parce qu'on a enfermé telle personne. Donc on a déjà ce conflit-là. Mais ce que je veux dire, tel que j'entends le discours, on n'embrasse pas tous les problèmes du Burkina et je crois qu'il y a des problèmes beaucoup plus sérieux en termes de cohésion sociale, en termes d'unité nationale, en termes de concept de nation. Le ministre d'État en tient compte parce que dans tous ses sorties, il en parle. Lui, dans son cas, il serait difficile de presser pour sa propre chapelle, mais je pense que lui-même et sa communauté, il pourrait être grand bénéficiaire justement. Alors, André, j'aime très rapidement pour conclure sur ce sujet-là. Non, moi je voulais dire simplement que peut-être le travail qu'il fait, c'est comme disaient les Anglais, c'est une tempête d'idées. Il est pourri à tous les souffles et il écoute tout le monde. Et tout le monde donne les idées. Je n'ai pas encore entendu cette idée-là par rapport à cette question aussi. Non, c'est ce que je veux dire. Non, bien sûr. Non, je n'ai pas terminé. Non, je dis, il écoute les gens, chacun amène ses propositions et il écoute. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose que je voulais dire, il y a certains Burkinabés qui sont rivés sur la justice classique. Or, tout le monde sait la limite de la justice classique pour régler les problèmes humains. Ce que nous voulons, c'est revivre ensemble. Et revivre ensemble, comme j'ai dit une fois ici, deux fois ici, ce n'est pas un couteau qui rassemble les gens, c'est une aiguille qui coupe. D'accord. Ça, deuxième chose. Et la troisième chose, je vais prendre le cas, par exemple, de Zéphirine lui-même quand il est arrivé. Il y a des gens qui ont bondi sur lui quand il a dit on ne peut pas me demander de faire la réconciliation, d'être la personne qui va mettre à musique la réconciliation et avoir des problèmes avec quelqu'un d'autre. La première des choses que je dois faire, c'est en toute humilité dire on se faisait la bagarre, pour moi c'est fini. Il y a des gens qui ont bondi sur lui parce que ce que les gens voulaient, c'est qu'ils tiennent mordicus. Mais les gens se disent où est la justice? Non, la justice. En fait, souvent aussi c'est ça. Est-ce que ça voudrait dire qu'on marche sur la justice? Je termine. Le fait qu'il a dit qu'il a retiré sa plainte là, ça n'empêche pas le procureur de continuer. Mais le jour où on va l'appeler, il va dire... Bon, on ne va pas revenir sur ce débat. Non, mais c'est juste pour préciser mon idée. On va continuer. En fait, je tiens à préciser. Ce n'est pas une allusion par rapport à la plainte. Moi, je tiens à préciser. Je pense qu'il a dit quelque chose de très important par rapport à la question du vivre ensemble. Moi, c'est beaucoup plus sur le vivre ensemble, la question de la stigmatisation des communautés. Moi, c'est juste ce n'est pas en rapport avec la plainte. Et c'est pour cela que je dis Zéphirine Diabré, parce qu'on ne va pas se voiler la face. D'une manière ou d'une autre, les facteurs qui ont contribué aussi à son échec par 2 fois à la présidentielle, c'est dû au fait qu'il n'était pas sur le même pied d'égalité parce qu'il y a une stigmatisation par rapport à sa communauté. Moi, c'est ce volet, je vais dire. Et si on veut vivre ensemble, justement, les dossiers judiciaires sont un élément,
Mais je dis, il y a aussi le vivre ensemble entre nous, le fait qu'on puisse avoir cette cohésion, cette question. Construire peut-être des citoyens. M. Zéphirin Dablé semble dire le contraire de cela. Ah, Ce ok, n'est pas y a la pas de stigmatisation problème. qui l'a empêché. Parce que C'est ce qu'il des endroits où des partis de certaines communautés dites privilégiées, il a battu. Donc on espère que ça se passe. C'est peut-être une question de machine électorale. Le critère ethnique dans le cadre de la campagne, certes, il ne faut pas tellement exagérer parce que le puissant moyen, vous et moi savons que c'est l'argent qui détermine. C'est pas. Dieu merci. Maintenant, c'est vrai pour revenir en est... fait, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas, on a une confusion à définir le terme réconciliation qui est engagé. Ça veut dire que en fait, c'est un processus, c'est un acte politique d'abord. Ça veut dire quand on parle de ça, c'est un acte qu'on constate que tous les mécanismes existants ont atteint leurs limites et on va certainement construire d'autres mécanismes. À partir du moment où tout est possible. C'est peut-être pourquoi c'est un chantier. Le Nava Kiba dit qu'il faut mettre un mécanisme avec les chefferies. Et les chefferies vont certainement proposer. C'est un acte politique d'abord. Lengani, très rapidement pour terminer. Oui, d'abord, je vais défendre deux personnes. D'abord, mes parents, mes cousins Samo, que Eugène a étayé tout à l'heure. Ensuite, il y a... concernant la stigmatisation, effectivement, en politique, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. C'est un puissant facteur sur le plan économique, sur le plan politique, aussi bien que l'argent. Peut-être même plus que l'argent. Dans certaines circonstances, le critère ethnique, le critère régional, le critère même du village a beaucoup plus d'importance même que l'argent. Mais l'argent, effectivement, est toujours là comme étant le ciment, en tout cas, qui fait voter, qui fait élire ou non. Ensuite, je voulais dire que si on prend même les cas emblématiques dont on parle, ceux qui guériront le plus pour la justice classique sont ceux-là même qui savent que la justice classique ne peut pas résoudre le problème. D'accord. Et donc, ils font de ce problème-là un fonds de commerce. C'est ça aussi qu'il faut avoir le courage de dire. Ils font de ces problèmes-là un fonds de commerce pour leur propre business. Parce qu'ils savent que tant qu'on va dire que c'est la justice classique, il n'y aura jamais de solution, donc eux seront toujours là à engranger leurs bénéfices. Merci, il faut que le peuple burkinabé aille au-delà de ça. Et je voudrais aussi dire que la question de la réconciliation nationale, heureusement, on a ajouté au ministère cohésion sociale. D'accord. Il n'y a pas que ces seules questions-là, il y a aussi le vivre ensemble qui demande aussi là des important. Très Merci. Alors peut-être pour dire que c'est la question de la minorité ethnique, on vient de voir au Niger ce qui s'est passé. C'est une minorité vraiment très minoritaire quand même, qui vient d'un candidat issu d'une telle communauté qui vient de gagner. Donc c'est dire que quelque part il faut peut-être d'autres éléments qu'il faut nuancer certainement. Alors, Mamadou Tangé, il est minoritaire. Oui, on continue donc. On continue ce débat. C'est la chose différente, la minorité et la question de la stigmatisation. On continue donc. minorité, on n'est pas stigmatisé, mais on peut être majorité, on est stigmatisé. On en parlera tout à l'heure avec sur le dernier sujet. On va parler pour terminer très rapidement sur les questions. C'est toujours le même rapport 2019-2020 de la SE, dans lequel rapport il était question des dépenses liées aux missions qui sont effectuées par le ministère. Là, on prenait le cas du ministère de l'enseignement supérieur, du professeur Al-Kassoum, 668 millions pour quelque chose de 900 en termes de budget pour des activités. Évariste Concebo? Non, ce qu'il faut retenir, en fait, globalement, parce que c'est vrai que le journal est quand même allé au fond, il a décortiqué... c'est un article de Courrier confidentiel. Courrier confidentiel, le dernier d'ailleurs. Et bon, c'est vrai, ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'ensemble, en fait, des activités du ministère, la majorité des ressources qui sont allouées pour mener les activités sont destinées à des frais de mission ou à des frais donc de travaux en commission. Bon, alors c'est quand même étonnant quand vous prévoyez un budget pour faire des activités que l'essentiel soit récupéré par des gens qui sont censés travailler, parce que c'est une forme, ça devient maintenant une forme de rémunération. Puisque les gens qui font le travail, les fonctionnaires, il faut le dire, sont payés. Ils ont un salaire pour faire leur travail. Quand je vois, par exemple, il y a eu des cas où des frais pour faire des études, commanditer des études, notamment sur le PNDS, on a payé des millions à des gens pour faire l'étude. Si je comprends très bien, pour expliquer en français facile,
il n'est pas question de dire que ces frais-là sont de l'ordre de frais irrégulièrement sortis. Il est question de dire simplement que ce sont des frais qu'on va dire qu'on rémunère encore ceux qui sont déjà payés. Pour faire un travail pour lequel ils doivent être payés. Parce que moi, je suppose que au ministère, par exemple, l'enseignement supérieur, la recherche et de l'innovation, il y a une direction des études et de la planification ou quelque chose du genre. Donc, qui est étoffé avec des fonctionnaires qui sont payés et qui émargent le budget de l'État. Donc, maintenant, je trouve incongru que dans le cadre de leur travail, ils s'organisent pour aller dans une autre localité où il y a des frais de mission, où on va les payer pour des frais de mission et ensuite, pour la production du rapport qui est censé être leur travail, on les rétribue encore des fonds. Donc, quelque part, il y a un problème. Alors, les Ngani, on se distribue de l'argent dans les ateliers, les séminaires, parce que ça ne se fait pas à Ouagadougou, ça se fait à l'intérieur du pays. Mais on peut aussi se poser la question, parce qu'on construit des hôtels un peu partout. Après le 11 décembre, il y a l'hôtel de Fada, l'hôtel de Manga, l'hôtel de Kaya, l'hôtel de Koudougou, avec quoi on va renflouer toutes ces caisses, on va faire des recettes avec. Est-ce que ce n'est pas aussi les séminaires, les ateliers, qui aident les hôteliers aussi à survivre? Donc, vous voulez dire que l'État organise lui-même son malfonctionnement. C'est ce que ça veut dire. On ne peut pas construire des hôtels et puis pour ces hôtels-là, organiser des séminaires. C'est-à-dire surpayer des gens pour des travaux pour lesquels ils sont souvent, on ne les paye pas, ce sont des frais. Pour aller à Manga, il faut bien dormir dans un hôtel. Il faut bien se restaurer. Ça, c'est des frais, mais des commodités de est-ce que travail. Ce n'est pas plus intelligent de laisser les gens dormir chez eux ici, puisqu'on paie déjà, pour certains d'entre eux, des indemnités de logement, plutôt que de payer doublement les indemnités de logement, de payer le carburant, de payer tous les frais qui vont avec. Moi, je crois que vraiment, c'est une gabégie qui ne dit pas son nom. C'est même à la limite c'est un détournement qui ne dit pas son nom. C'est ça la réalité. C'est écrit c'est bien écrit, c'est voté par l'Assemblée nationale. Oui, mais justement, c'est dès le départ. C'est dès le départ même. Et donc, il n'y a pas de détournement. Il ne faut pas qu'on dise de détournement ici. Ça veut dire que l'argent allait dans une destination qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'ici, c'est bien précis. Où cet argent doit être utilisé, il est utilisé, sauf qu'il est peut-être important. Oui. Au-delà des anomalies, pour moi, c'est un détournement pur et simple des biens de l'État à celui qui fait le budget lui-même. Mais il se met en faute. Ce n'est pas pour ça que les gens ont été élus. Ce n'est pas pour en fait, dépenser notre budget en PADM que les gens sont élus. S'ils le font de manière légale, s'ils s'octroient, mais on a pris même le cas on a le cas des députés eux-mêmes. Quand ils ont voulu allonger, dit-on, leur mandat. On est tombé sur eux pour dire non, ce n'est pas normal. Mais ça aussi, la même chose, je trouve que ce n'est pas normal que dans un ministère tel que celui-là, où il y a effectivement des gens qui sont chargés de la recherche, qui sont chargés des études, etc., que l'on se mette à dépenser autant d'argent pour des études qui sont à côté, qui peuvent être faites par ceux qui sont payés. Et généralement, c'est ceux-là qui doivent faire ces études-là qui sont surpayés pour faire ce travail-là. Et ça, c'est manifestement, même si c'est dit dans le budget, c'est un détournement pur et simple des biens du peuple. Juste quelques exemples. Voilà, il y a le total du budget qui est destiné à la production des annuaires, statistiques et dépliants, et tableaux de bord du ministère, sur un total de 40 millions à peu près. Il y a 37 millions qui ont été servis comme frais de mission. Donc, ce qui a servi réellement a produit donc l'annuaire, c'est 3 millions. 3 millions. Alors, André Eugène, est-ce que c'est de la corruption Non. On est en train de discuter d'un sujet dont tout le monde Il n'y a pas que le ministère. En fait, dans le cadre de l'enquête, du rapport de la SEE, c'est un peu étendu aux différents ministères, des institutions. C'est un peu partout que les les dépenses de mission sont suffisamment élevées aujourd'hui, ils sont en hausse comparé à la production qui est faite. Entre nous, là, il faut qu'on soit honnête entre nous. Vous avez 100 000 personnes qui bouffent 90% du budget du Burkina. C'est les fonctionnaires. Et un fonctionnaire aujourd'hui, il ne compte pas sur son salaire. Vous affectez un fonctionnaire dans une institution ou bien dans une structure où il n'y a pas de mission, il est mécontent. Parce qu'il mise sur les missions pour engranger plus d'argent. C'est connu. Et aujourd'hui... Est-ce que les missions ne sont pas aussi importantes? C'est le fait qu'on dépense, c'est la mission qui n'est pas importante. Si vous me laissez terminer. Dans les ministères, l'éducation nationale et le ministère des enseignements secondaires,
Où organisent-ils leur mission? C'est à Lumbila, mais c'est dans la région du plateau central. Étant donné que c'est dans une autre région, les perdièmes qui sont servis sont différents que s'ils restaient dans leur ministère. Donc, ils partent à Lumbila faire leur travail, ils reviennent dormir chez eux. Ils sont payés pour le travail. Exactement, ils reviennent dormir chez eux le soir. Non, c'est un pillage qui est organisé par les fonctionnaires pour siphonner l'argent du Burkina. Et ça, c'est dans tous les ministères. Moi, je ne vois pas pourquoi on fait un spécial coucou au ministère d'enseignement. Parce que c'est dans tous les ministères que ce pillage des fonctionnaires de... C'est un cas, c'est juste un cas pour représenter Oui, ce qui voilà. c'est un iceberg. Ce qui est assez représentatif. D'accord. Les gens, ils font tout pour siphonner l'argent du Burkina. D'accord. Et par tous les moyens. D'accord, mais peut-être qu'il faut préciser aux téléspectateurs qu'il n'est pas dit que ce sont des dépenses irrégulières, ce sont des dépenses bien régulières, attendez. Sauf que Non, le caractère fait que... D'accord, la légitimité n'est pas... Ok. Antiana Oulon. Non, je pense sur cette question. À propos des fonctionnaires, je ne sais pas d'où est sorti ces chiffres-là par rapport à la masse salariale. Oui, mais la masse salariale, on a parlé de 40%. Non, on a parlé de 40%. Vous avez dit 40%. Mais pas 95% quand même. 50%. Et en plus de ça, quand on dit la masse salariale, ce n'est pas que les fonctionnaires. Je pense qu'il faut aussi être un peu objectif. On parle de la masse salariale des fonctionnaires, les 200 000 fonctionnaires. Non, officiellement, on dit les salaires au Burkina coûtent tant. On n'a jamais dit est-ce que ça inclut les salaires des ministres. Et ça même, c'est sans les frais de mission. Je pense, on n'a pas la réalité des chiffres et c'est difficile de pouvoir discuter. Et par rapport aux ateliers... Il est connu que dans le budget, la masse, si on regarde par exemple sur les normes, la norme communautaire, la norme communautaire... Le budget du Burkina n'est pas secret. Encore heureux. Non, peut-être qu'on ne peut pas le lire parce que peut-être qu'on n'a pas le régime. J'ai dit, il faut lire entre les chiffres. 40% du budget du Burkina, c'est la masse salariale. 40%. La masse salariale, c'est pas. Il faut pas voir. Il faut pas 40%. Non, mais c'est ce qui est sorti. Je dis, puisque vous avez évoqué 95, vous dites que les fonctionnaires chiffonnent, on organise, c'est ça. Je dis, c'est un peu fort quand même. Parce que quand on dit 40%, la masse salariale, ce n'est pas. Non, regardez le budget. Ce n'est pas les fonctionnaires seulement. Vous avez combien dans les investissements? On va avancer. Non, combien dans les investissements? Oulon a la parole par rapport à la hausse des frais des dépenses d'émission. Non, je voulais juste, par rapport à la masse salariale, ce n'est pas seulement que les fonctionnaires. C'est y compris tout ce qui est rémunération par rapport à tous ceux qui représentent l'État. Donc, ce n'est pas que les fonctionnaires seulement. Maintenant, quand je dis de lire entre les chiffres, il faut sortir mon frère qui est cultivateur. Le président du Faso est fonctionnaire. Le ministre, il est fonctionnaire. D'accord, on va continuer. Le président du HCR, est-ce qu'il est fonctionnaire? On continue. Ils ne sont pas dans la masse salariale. Où on les paye? Moi, je parle de la masse salariale des agents. On continue. Bon, c'est compliqué. Je ne sais pas si le président du HCR, je ne sais pas s'il est fonctionnaire. Il y a les dépenses en personnel. Maintenant, pour revenir à cette question, moi, vous vous rappelez, la dernière fois, j'ai participé à cette émission, on a évoqué les rapports de l'ASE. J'ai dit, bon, et après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce qu'on a commencé par la présidente du Faso, il y a le premier ministère, on est aujourd'hui au ministère de l'enseignement supérieur, on fait les mêmes constats, peut-être d'irrégularité, des anomalies par rapport à des trop perçus, ou bien même pour certains ministères des missions fictives, ou bien les délais ne correspondent pas par rapport à l'ordre de mission. Qu'est-ce qu'on fait? On fait les mêmes constats. Mais qui doit faire quoi? Non. Mais justement, je dis, c'est pour revenir tout simplement, je dis aujourd'hui, bon, on se retrouve à une situation où je ne sais pas s'il faut produire les rapports pour produire ou qu'est-ce qu'on fait exactement. Parce que le constat est là, mais s'il n'y a pas de suite. Si on ne prend pas les mesures pour permettre, s'il y a eu des trop perçus, pour que les gens reversent, s'il n'y a pas de mesures pour sanctionner ceux qui exagèrent ou bien qui dilapident les fonds publics, si on ne prend pas de mesures pour faire de telle sorte qu'on puisse quand même aller de façon à la normale et que le contrôleur général fait le constat que les indicateurs de la bonne gouvernance sont plus ou moins progressent de façon vers le rouge, je dis, bon, il y a de quoi s'interroger sur l'utilité ou l'opportunité ou la pertinence chaque fois de produire des rapports, surtout que la structure même qui produit des rapports est dans une situation difficile. D'accord, mais justement, on parle ici de la hausse. Est-ce que... C'est légal. Non, qu'est-ce qu'on fait? André Jeune, oui. Qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quand, par exemple, le Premier ministre Tiao est arrivé, il a voulu supprimer toutes ces missions bidons qui se passaient dans les administrations. Il a eu maille à partir avec les gens. Quand Rosine Koulibaly est arrivée, elle a voulu taper dans la fourmilière et elle en est partie. Je veux dire, les gens ne sont pas prêts à assainir la gestion quand ça les intéresse. Aujourd'hui, mais tout le monde... Attendez, ou bien on se ferme les yeux,
ou bien on se parle Mais franchement. la solution, c'est quoi ici? Non, mais Est-ce pour les qu'on fait les ateliers, missions ou on ne fait plus les Non, missions? mais pour les ateliers, il faut préciser. Non, pour les ateliers, il faut préciser. Quand on organise un atelier pour quelqu'un qui réside à Ouagadougou, il n'y a pas de prise en charge. Mais c'est pourquoi Maintenant, les gens vont les gens ont trouvé la parade parce que je crois qu'il y a une distance, 50 km ou 100 mètres. Non, 100 il km. faut aller dans une autre région. Tout simplement pour pouvoir faire le. Ah, il se trouve aussi Villers à 10 km. L'environnement à Ouagadougou ne permet je pas de pense bien qu'il y a un travailler. Parce que, problème. oui. Ce que moi je trouve non, en c'est pas fait, possible. Mais c'est ce qu'on entend. Non, on va L'environnement pas à faire- Ouagadougou, quand les gens sont à Ouagadougou pour les ateliers, ils ne sont jamais en salle, ils sortent toujours pour téléphoner, ils sortent Mais pour c'est se parce que- balader. C'est parce que ceux qui organisent les ateliers eux-mêmes n'arrivent pas à l'heure. Sinon, si Donc ils ça arrivent peut à éviter l'heure- certainement tout ça que les gens vont Donc, en et puis en bon, province moi je pour crois le que faire. cette affaire-là, je suis tout à fait d'accord avec Oulon pour dire qu'est-ce qu'on fait. Il faut qu'à un certain moment, bon, on se dise les vérités, que ça ne peut pas continuer comme ça. Mais pour faire ça, il faut d'abord avoir un contrôleur général qui va dans ce sens-là. Qui a la légitimité, la légalité. Justement, Il a qui la va dans Quand ce il sens-là. fait un rapport, Quand quand il il y fait a un un rapport, c'est contrôleur suffisant, général non? Est-ce que qui c'est à lui de- blanchit lui-même les fauteurs, mais ça ne peut être Oui, mais comme quand ça. le rapport est fait, c'est destiné à qui de droit, non? C'est qui de droit qui contrôleur général n'a doit. pas C'est la pas au légalité. contrôleur de prendre Non, le non, rapport non. et de le Non, mettre en œuvre. Mais bon, apparemment. il a un rôle dans la répression. Son rôle, ce n'est pas seulement de dénoncer, il a aussi un rôle dans la répression et dans les propositions pour trouver des solutions. Une des propositions qu'il peut faire, c'est dire Alors, mais d'interdire, par exemple, les émoluments des Lengani forges. Saka, on est là, c'est une proposition peut-être qu'il peut faire. Vous avez le ministère qui fait 668 millions sur un bulletin, une enveloppe qui est de 900 millions par exemple. 600 millions sont partis pour des frais d'émission. Qu'est-ce que le contrôleur général peut faire? Il Ce peut n'est dire- pas lui Non, non, qui... c'est pas- À partir du moment où il n'y a pas d'irrégularité, par Si je exemple, peux- qu'est-ce si je qu'il peux peut faire? placer quelque chose. Très rapidement. Non, vous savez, il y a des normes, il y a des règles. Même si vous allez à l'Union européenne, que ce soit au niveau des fonds ACDI, tout. Quand vous menez des activités, vous faites des budgets, mais le coût administratif ne doit pas dépasser 12% ou 10%. D'accord. Il y a des Merci. règles. Oui. Ok, donc on va s'arrêter là pour ce qui concerne la hausse des dépenses de mission. Et puis on termine avec le Niger. Élection de Mohamed Bazoum, l'ancien ministre donc, de l'Intérieur. Il a obtenu 55,7% au second tour face à Mahaman Ousmane, un ancien donc, président chef de l'État qui s'en sort, qui lui réclame 50,3%. Selon lui, c'est ce qu'il s'attribue comme étant le résultat. Conséquence, il y a il rejette les résultats. Il y a eu des manifestations, 2 morts déjà, plus de 450 personnes arrêtées. Alors, le Niger, André Eugène, Ben, malheureusement, c'est toujours l'Afrique avec ses histoires de contestation des élections. Aux États-Unis, on a vu. On a vu, hein, on a Voilà, vu. donc Mais c'est il n'y a pas eu qu'il de morts aux États-Unis. Il y a eu deux morts. Il y a eu combien de morts aux Il y a eu États-Unis? des morts, 3 mois. Il y a eu 2 morts au Capitole. C'est rare, c'est quand même rare. C'est arrivé tout de même. Mais il y a eu un procès. Il y a eu un procès quand même. Peut-être Ok. qu'il y aura un procès. André Eugène Ygoudou. non, je vais dire simplement que malheureusement, le scénario est connu avant même qu'on commence le film. C'est-à-dire, on savait qui devait gagner déjà Non. avant de voter. Bon, je vais dire, je vais pas parler comme le Yadra qui a dit vote à Yira Bole, Tibeti, vote à Ibiota, à Markinga, Tibeta Kinga vote, Tibeta à Maria Zimbendera, vote à Mana Young. Je vais dire, tout le monde sait que dans cette affaire-là, ceux qui sont au pouvoir vont organiser le vote pour gagner les élections. Le drame, c'est que malheureusement, les mécanismes qui pouvaient avoir lieu pour qu'on fasse un recours en bonne et due forme ne sont pas fonctionnels. Donc, ça ne régule pas les contentieux. Malheureusement, les gens sont obligés de se faire la justice eux-mêmes. Sinon, si... Mais il y a la Cour, il y a la Cour suprême. C'est pourquoi j'ai dit, malheureusement, les gens n'ont pas confiance en ces structures-là. Sinon, s'ils revendiquent 50% et l'autre revendique 55%, c'est l'autre ne revendique pas, c'est ce que la CENI a annoncé comme étant le résultat provisoire, 55,7%. Donc ce n'est pas attribué, Bazoum, ce n'est pas attribué lui-même ce résultat. Non, ce que je voulais dire, c'est que si toutes les structures qui étaient mises en place avaient la confiance des protagonistes, il n'y aurait pas eu bagarre. D'accord. Alors, Lengani, on a vu que dans la sous-région, les chefs d'État ont vite fait, se sont empressés de féliciter l'autre avant même que les institutions habilitées à le faire. Le président Ouattara, par exemple, dès les heures qui ont suivi, a fait un tweet pour féliciter. Ensuite, tous les présidents pratiquement de la sous-région l'ont fait. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un élément, une diplomatie de la force, par exemple, en matière électorale? Oui, ça, c'est le syndicat fonctionne très bien, c'est ce que ça veut dire.
Le syndicat des chefs, c'est connu. Je crois que ça, au-delà même de cette félicitation, il faut voir que le cas du Niger, c'était prévisible que ça allait être comme ça. Et c'est pourquoi je m'étonne qu'on s'étonne que ce soit alors, mais pourquoi? Parce que même la candidature de Bazoum a été fortement remise en cause. Ça, c'est un fait. Et donc, dès lors que cette candidature était fortement remise en cause, il fallait déjà prévoir des mécanismes pour résorber la crise. Remise en cause par qui et pourquoi? Mais par son opposant, même l'ensemble, pratiquement l'ensemble, une grande partie de la classe politique disait qu'il n'était pas nigérien. La question de sa nationalité. Non, il est nigérien, mais il ne remplit pas les conditions pour être candidat à la présidentielle. Mais il est nigérien. Mais en fait, c'est ça. Bon. Et dès lors que c'est comme ça, on ne trouve pas une solution à ce niveau. Parce que même les institutions de recours ont donné raison à Bazoum, en se contredisant même quelquefois. Bon, ça veut dire que l'opposition ne peut pas compter sur ces mêmes institutions-là pour dire le droit. Oui, mais est-ce que le résultat qui est sorti, ce n'est pas le résultat des votes? Ce sont les Nigériens qui sont allés voter. Qu'est-ce que ces institutions, la CENI ou le Conseil constitutionnel vont avoir? J'ai regardé certains chiffres, et même sur la toile, et même j'ai regardé le plan de la CENI en train de lire ça, et de trouver des taux de participation de 103%. Et le président de la CENI qui lit ça, et puis ce n'est pas un problème. Taux de participation 103%. Et le président donc, du pouvoir se retrouve avec des voix incroyables. Bon, c'est vraiment dommage. Je crois que le Niger a intérêt à s'asseoir pour trouver une solution. Bon, je ne sais pas comment ils vont faire, mais on est parti. Il ne m'étonnerait pas que ça finisse par l'armée encore dans la rue. Oulon? Non, je vais commencer par... effectivement, soit on a des situations les plus optimistes, on estime peut-être que c'est juste les premières heures de contestation, les gens après vont se ranger et puis Bazoum va gérer son affaire, ou peut-être il y aura un troisième larron, parce qu'au Niger, on est plus ou moins un peu coutumier de cela. Et l'autre élément que moi je vais relever, c'est que souvent on s'accroche au symbole, on pense que c'est ça l'élément démocratique. Quand Mahamadou Issoufou a dit qu'il ne va plus se représenter, qu'il va respecter, tout le monde a pris ça comme c'était, je ne sais pas, quelque chose de positif, d'extraordinaire. On a tous applaudi en oubliant les règles d'organisation, les conditions d'organisation de l'élection pour que tout le monde soit d'accord, même le perdant puisse reconnaître qu'il a perdu effectivement. Mais bon, comme Issoufou dit qu'il ne va pas se réunir, tout le monde a vu ça, on dit oui, le Niger, pays démocratique, il donne une leçon à Ado, il donne une leçon à Alpha Condé, patati patata. Malheureusement, on se retrouve dans cette situation. Et comment on en sort? Est-ce que le Niger a des chances de... Bon, je n'ai pas une boule de cristal, c'est soit les gens s'enfoncent et après il y a un troisième larron, soit Bazoum va s'imposer, ou peut-être au Niger aussi. On a déjà eu aussi des cas où la Cour constitutionnelle aussi a pris tout le monde à contre-pied. On se rappelle de Mamadou Tandia où elle s'est opposée. Donc c'est pour dire que on ne peut pas prévoir ce qui peut se passer, c'est d'espérer que les gens puissent s'accorder et qu'il y ait moins de sang qui coule tout simplement. Il faut regretter l'empressement des chefs d'État à légitimer en fait, alors que je pense qu'ils auraient dû attendre quand même les recours. Est-ce qu'il faudrait peut-être par exemple dans la charte ou la déclaration franchement, ça met mal à l'aise. La démocratie, il faut peut-être dire au chef d'État qu'il ne peut féliciter qu'après les institutions habilitées peut-être. Forcément qu'il faut trouver peut-être un point pour inclure ça peut-être dans la charte de la bonne gouvernance, de la démocratie, parce que ça met mal à l'aise quand même, parce que bon, c'est comme s'il venait légitimer... C'est l'action diplomatique. Non, mais l'action diplomatique... Emmanuel Macron a félicité Ado avant même qu'on ait les résultats provisoires. C'est l'action diplomatique. Voilà, c'est ça. Il dit que c'est l'action diplomatique. Ça me fait rigoler. Il prend un exemple dans un sens vraiment du sujet au dominant. Mais vous pensez que dans un contexte démocratique, vous avez bien vu pour l'élection de Biden. Quand il y avait la contestation, les gens attendaient. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est pas un signe de respect. C'est pas un signe de respect que vous me dites que M. Macron... C'est bien l'Afrique. Non, j'ai dit c'est la même chose. Mais en fait, ça met mal à l'aise. Et quelles sont les chances pour Bazoum de pouvoir... En toute honnêteté, je l'ai dit, et moi-même, je soupçonne quand même l'autre de jeter quand même une peau de banane, parce qu'il savait très bien que, objectivement, c'est une candidature d'abord qui risquait d'être polémique et d'être... contesté jusqu'au bout. Et ça, il le savait, lui. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pu peut-être dissuader M. Bazoum? Mais je ne sais pas. Mais ce qui est clair,
Et ça n'augure pas des lendemains vraiment meilleurs. Merci, on va s'arrêter là. Le temps imparti est terminé. Je vous remercie d'avoir pris part donc à ce débat assez intéressant pour nos téléspectateurs, à qui d'ailleurs je remercie de nous rester toujours fidèles. Je voudrais qu'on finisse avec cette note assez triste. Nous avons eu donc au niveau donc, de BF1 la perte d'un de nos journalistes, un jeune journaliste talentueux. D'ailleurs, on a eu la semaine dernière à évoquer, à discuter après un de ces reportages concernant les VDP. Vous avez bien suivi, il avait fait un très bon document. Et puis bon, voilà, donc il est décédé ce mercredi d'ailleurs, à 37 ans je crois, et il laisse derrière lui une épouse et un enfant de moins autour de 3 ans. Voilà un peu la réalité. Très triste. Condoléances donc à tout le monde et à la famille du disparu. Quelqu'un voulait dire un mot rapidement? La terre soit légère. C'est triste de voir des jeunes talentueux partir comme ça. Bon, donc on dirait que c'est le destin. La seule chose pour les vivants, c'est, comme disent les Mossés, ce sont les vivants qui arrangent les problèmes des défunts. Donc, que la terre lui soit légère et que ceux qui vivent toujours continuent à penser à lui et à prier pour lui. Oui, c'est une information foudroyante en tout cas quand j'ai appris ça. C'est allé très vite et j'avoue que c'est touchant et c'est souhaiter et, voilà, la paix de son âme tout simplement. Merci. Évariste? Très consternant et en même temps, les mots vraiment manquent parce que c'est un jeune très talentueux. Et comme vous l'avez dit, la semaine passée, nous avons commenté en fait un de ses reportages. Mais comme on le dit, si c'est la volonté de Dieu, que la terre lui soit légère. Lengani, pour terminer. Moi, c'est des prières pour lui, pour le repos de son âme, et puis beaucoup de courage, beaucoup de courage à son épouse, beaucoup de courage à son enfant, et à toute la famille, et que vraiment la famille se mobilise tous pour leur apporter le confort, et que Dieu aidant vraiment, que Dieu bénisse ce qu'il a laissé. Merci à vous. C'est sur cette note triste d'ailleurs qu'on va clôturer notre plateau de ce jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco si Dieu le veut.